Petit 2. Questionner notre responsabilité collective. Au sein de mon asso, il y a eu quelques initiatives pour questionner le troisième de ces objectifs de la justice transformative, notre responsabilité collective relative aux violences sexuelles. Nous avons organisé l'arpentage du livre Éducation populaire et féminisme et avons tenté de mener un début de réflexion sur la création d'une culture commune à notre asso et au collectif Amis en matière de traitement de ce type de situation. Ces initiatives n'ont malheureusement pas été menées à leur terme. Yeah, we were running and how we were running across the hills in the pop-up blue. Buzzes fly above the calm, circling us as if they knew. If I falter, darling, will you reel me in? And if I lose it, will you remind me where? Il me semble que le fait que Martin ait quitté nos cercles et que nous n'ayons pas organisé collectivement sa mise au travail a contribué à la démobilisation sur cet aspect de la réflexion. Il est toujours plus difficile de se regarder en face et de se questionner sur notre responsabilité dans la commission de tels faits. La mise à l'écart pure et simple de l'agresseur est une solution facile pour ne plus y penser. Sans doute que focaliser, comme je l'ai expliqué, sur la nécessité de tenir compte des besoins de la victime, alors même que nous ne les connaissions pas, nous a aussi servi collectivement à éviter de nous poser cette question de notre responsabilité collective, tout en satisfaisant notre besoin d'avoir le sentiment de ne pas traiter cette situation à la légère. Je regrette que nous n'ayons pas encore saisi cette occasion pour tenter de modifier plus en profondeur nos pratiques, dans le but d'éviter que d'autres agressions de ce type surviennent, et si c'était le cas, d'être en mesure d'y répondre de manière plus adaptée pour tout le monde. Je tiens à préciser que je me considère en partie responsable de cet état de fait, puisque faisant partie de ce collectif qui n'est pas allé au bout de cette réflexion, et parce que j'ai moi-même, à certains moments, été démotivée et n'ai pas persévéré dans cette voie autant qu'il l'aurait fallu. Je serais heureuse de pouvoir participer à la reprise d'une réflexion collective sur ces questions. Petit 3. La nécessaire implication des féministes dans l'éducation des personnes ayant commis des violences sexuelles. En ce qui concerne le deuxième objectif, celui de responsabiliser et transformer l'auteur, aucune proposition concrète n'a été faite, ni dans mon asso, ni dans l'autre collectif qui avait été concerné par ces faits. Pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, cette absence de solution ne me satisfaisait pas, et j'ai cherché à pallier seule à ce manque, en proposant à Martin de travailler ensemble. Je reviendrai un peu plus tard sur la manière dont nous avons organisé ce travail. Je tenais ici à revenir sur un argument que j'ai régulièrement pu entendre lorsque je parlais avec mes camarades féministes de la mise en place d'un espace de travail pour Martin. Elles me disaient qu'elles avaient d'autres combats à mener et que si nos oppresseurs voulaient s'éduquer, ils n'avaient qu'à se mettre au travail tout seuls. Comme je l'ai déjà dit, je défends l'idée que nous avons toutes individuellement le droit de refuser d'éduquer les hommes qui nous demandent de les former au féminisme. Et mon propos ne vise bien évidemment pas à pousser des personnes qui ne se sentent pas de le faire à s'impliquer dans l'accompagnement de personnes ayant commis des violences sexuelles. Cependant, si les féministes désertent ce terrain, le risque est de voir des hommes, même de bonne volonté, ne pas parvenir à se mettre au travail seuls, ou ne pas le faire suffisamment en profondeur. Le risque, si l'on transmet aux hommes le message qu'ils doivent se prendre en main sans nous, est aussi de voir se développer des espaces non mixtes d'hommes cherchant à déconstruire leur masculinité. Cette option peut à première vue paraître plus propice à un travail constructif à certains égards. Elle facilite peut-être l'établissement d'un cadre de confiance et de non-jugement qui libérerait la parole, et peut par conséquent apparaître intéressante pour des hommes en recherche d'espaces de réflexion. Pourtant, je suis convaincue que la non-mixité entre hommes, comme la non-mixité entre dominants ou dominantes de manière générale, reste particulièrement dangereuse.
qu'elle peut mener à ce qu'ils ne s'obligent pas, par facilité ou parce qu'une partie de la réalité leur échappe, à voir vraiment les choses en face, ou qu'ils s'approprient cet espace au contraire pour renforcer leur logique dominante. Léotier Vidal, qui a fréquenté des espaces de non-mixité entre hommes, auxquels il croyait vraiment au début, fait le constat d'un certain nombre de dérives, notamment la tendance des hommes dans ces espaces à se valoriser en tant que bons alliés ou à se victimiser en exprimant leurs difficultés à changer d'attitude ou leurs états d'âme lorsqu'ils prennent conscience qu'ils ont des comportements problématiques. Ici, je fais référence à un texte de Léotier Vidal qui s'appelle « De la masculinité à l'antimasculinisme », penser les rapports sociaux de sexe à partir d'une position sociale oppressive et qui se trouve dans le livre Rupture anarchiste et trahison pro-féministe. L'écoute du podcast Des hommes violents de France Culture me semble également assez parlante quant aux limites d'un travail de réflexion entre hommes. En 2018, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Des hommes violents, une série exceptionnelle en podcast original. Le journaliste a assisté à un stage de réflexion auquel des hommes violents étaient obligés de participer par décision de justice. C'est la femme des fois qui cherche, il ne faut pas croire. Déni, récit, témoignage. Le constat est assez frappant de l'inefficacité de ce travail. Les hommes se saisissent de cet espace pour renforcer leur sentiment d'être des victimes d'un système judiciaire qui les aurait condamnés pour rien ou si peu, et des femmes qui les auraient provoquées et joueraient les victimes par vengeance. Le seul témoignage un peu plus encourageant dans le dernier épisode de ce podcast est celui d'un homme qui raconte qu'après chacune de ses séances de travail, il en rediscutait avec sa compagne, et que ce sont ces discussions qui lui ont permis de réellement prendre conscience de ses comportements et de s'imprégner de réels changements de perception des choses. Je pense donc que la présence de femmes dans ces espaces est fondamentale. Cependant, ça ne résout pas tous les problèmes. Notre socialisation en tant que femmes nous conduit à être à l'écoute et dans le soin, ce qui peut faciliter la libération de la parole, mais peut aussi nous empêcher de nous rendre compte de certains biais dans la réflexion. Par exemple, avec Martin, j'ai pris conscience à un moment de notre travail que nos échanges tournaient beaucoup autour de lui, de ses réflexions, de ses émotions, et qu'on avait moins discuté des conséquences que ses actes pouvaient avoir eues sur sa victime, ou de manière générale des conséquences des violences sexuelles sur les personnes qui les subissent. Même si dans la documentation sur laquelle nous appuyions notre travail, il y avait matière à réflexion de ce point de vue, et même s'il avait exprimé plusieurs fois le fait qu'il avait été touché par ces éléments-là, nos échanges avaient été moins approfondis. Léotier Vidal met en lumière cette forme d'androcentrisme, qui est un mode de pensée, conscient ou non, consistant à envisager le monde uniquement ou en majeure partie du point de vue des hommes. C'est d'ailleurs la lecture de l'un de ces textes qui m'a permis de me rendre compte de ce biais et d'en discuter avec Martin. Je pense donc qu'il est indispensable pour les femmes qui accompagnent d'avoir des moyens de prendre le recul nécessaire pour pouvoir avoir une analyse en cours de travail de ce qui s'y passe. La meilleure solution est sans doute de pouvoir en échanger avec une autre personne, ou d'être à plusieurs à mener un tel accompagnement. Je n'ai pas vraiment eu cette possibilité et j'ai cherché d'autres solutions, comme prendre des notes après nos séances de travail, les relire plus tard, me référer aux écrits d'autres personnes qui analysaient leurs propres pratiques, etc. Par exemple, les écrits de Léotier Vidal, que j'ai déjà cités, ou la brochure Jour après jour, qui est disponible sur InfoKiosque. À mon sens, les mouvements féministes ont beaucoup à gagner à réfléchir et organiser collectivement des espaces de réflexion à destination des hommes. Ceux dont on sait qu'ils ont commis des violences sexuelles, mais aussi tous ceux qui manifestent l'intention d'avoir une réflexion sur leur comportement.